Cas Pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expériences pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Bonjour Lucille. Bonjour Philippe. Alors ce cas, peux-tu nous en dire plus sur pourquoi ils nous ont contactés ? Alors, mes clients sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquis. Ils ont 2 enfants majeurs et des petits-enfants. Ils sont à 5 ans de la retraite et ils nous ont sollicité afin d'optimiser leur situation pour maintenir leur train de vie à la retraite et protéger leurs proches. Ok, effectivement. Ce sont de beaux objectifs assez vastes, mais qu'on entend souvent dans notre métier. Et bien justement, dans notre métier, on parle souvent d'objectifs et de moyens. Si tu devais les détailler pour eux. Alors, tout d'abord, la protection de la famille, donc notamment le conjoint survivant en cas de décès d'un des époux, donc pour maintenir notamment son train de vie. Également, l'optimisation de la transmission de leur patrimoine aux enfants afin de diminuer le montant des droits de succession. Et pour terminer, donc, se constituer des revenus complémentaires à horizon 5 ans pour leur retraite, et tout ça dans le meilleur cadre fiscal. Pour réaliser ces objectifs, ils disposent de différents moyens. Donc, tout d'abord, leur patrimoine actuel que nous pouvons optimiser. 2 000 € de capacité d'épargne mensuelle qu'ils ont jusqu'à la retraite et environ 320 000 € de liquidité disponible. Ah oui, ce sont de beaux moyens, mais je vois quand même un horizon de placement qui est relativement court. Avant qu'on rentre un petit peu dans le détail de la stratégie patrimoniale et de voir ce que tu as pu proposer, peux-tu nous dire comment tu as analysé en détail leur patrimoine financier dans un premier temps, puis le patrimoine immobilier ensuite, au moins pour optimiser l'existant avant de bâtir vraiment la stratégie? Tout à fait. Donc, on a vraiment fait une réorganisation globale de leur patrimoine financier et ensuite immobilier. Donc, concernant le financier, avant de se lancer dans des préconisations X ou Y, on va déterminer ensemble une épargne de précaution en cas de besoin sur le court terme. Donc là, avec mes clients, on a déterminé 25 000 € de liquidité donc au titre de leur épargne de précaution, donc chacun. Ok. Cette épargne de précaution, justement, on entend souvent dire c'est entre 3 à 6 mois de salaire. Du coup, tu confirmes? Oui, c'est bien ça. Après, ça dépend également de chaque contexte et de chaque client. Il faut savoir que l'épargne de précaution donc sert également pour, entre guillemets, dormir sur ses 2 oreilles et ne pas se dire qu'on va casser la stratégie patrimoniale pour X ou Y dépenses. Donc, tout va dépendre également du train de vie des clients et de savoir combien ils souhaitent garder de côté pour avoir vraiment un matelas de sécurité et qui soit en accord avec le reste de la stratégie patrimoniale. Ok. Alors ensuite, donc la majorité de leur patrimoine financier, il est investi sur des placements qui sont peu rémunérateurs, type des livrets d'épargne à court terme. Donc vraiment livret bancaire, livret A, ce genre de choses. Donc on leur a déjà tout d'abord préconisé d'arbitrer cet excédent de liquidité à hauteur de 250 000 €. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que maintenant on a l'inflation qui est bien présente et que si votre argent est conservé à court terme sur des placements peu rémunérateurs, automatiquement, il va se déprécier naturellement s'il n'est pas investi sur des placements plus rentables. Donc, d'où l'importance de ne pas conserver trop de liquidités à court terme. Ouais, clairement. Quand on a effectivement même les livrets A, livrets de développement durable qui sont montés à 2%, quand on a une inflation en France à 5 ou 6, clairement, on est en rendement négatif. Donc, il faut trouver comment faire mieux avec son épargne. Exactement. Et trouver justement d'un côté, l'épargne de précaution, vraiment, si on a besoin d'effectuer des petites dépenses à court terme non prévues, et vraiment arbitrer l'excédent pour vraiment aller le diversifier sur des placements financiers et immobiliers. Donc, c'est pour ça également que nous avons préconisé à monsieur d'effectuer le rachat total de l'un de ses contrats d'assurance vie. Parce qu'il s'agissait donc en effet d'un placement autre qu'un livret d'épargne, normalement bien plus rémunérateur, mais il s'agit d'un contrat grand public. Donc, après analyse en détail des caractéristiques du contrat, on s'est rendu compte qu'il disposait de
peu de fonds disponibles, que le capital était notamment investi 100% fonds en euros. Et aujourd'hui, les fonds en euros ne payent pas, ils payent même moins que le livret A. Donc, ce type de contrat et d'allocation ne permet pas une bonne diversification et une bonne rentabilité du capital investi. Donc là également, on a conseillé à monsieur de racheter ce contrat, donc de clôturer ce contrat. Ok. Ensuite, donc, monsieur dispose également d'un PEA bancaire qu'il a ouvert il y a plus de 8 ans. Donc là, pour le coup, c'est une super enveloppe, donc voilà, afin de valoriser son capital sur le long terme, notamment dans un cadre fiscal avantageux, tout en bénéficiant de revenus complémentaires non fiscalisés dès la 5e année. On a conseillé à monsieur de le conserver, mais de le passer en gestion sous mandat pour bénéficier d'une réelle gestion active et de faire fructifier davantage le capital investi, voilà, tout en conservant l'autorité fiscale. Parce que c'est vrai que le PEA, c'est une très bonne enveloppe, mais si on ne le gère pas de manière active, on ne va pas avoir tous les bénéfices de ce placement. Donc là, on le place en gestion sous mandat. Ouais, clairement, c'est vrai que souvent, quand on regarde la situation patrimoniale de nos clients, on a des petits PEA ouverts par le conseiller bancaire à un moment donné, sûrement pour réaliser ses objectifs de vente et de placement de produits. Mais pour nous, pour le coup, c'est des super enveloppes que le client n'a pas forcément eu l'occasion effectivement de bien exploiter, on va dire patrimonialement parlant, mais qui ont déjà des super antériorités fiscales. Donc, ok, c'est une très bonne idée. Oui, exactement, c'est ça. Et donc, pour finir la partie financière, on a également préconisé à monsieur, madame de modifier les clauses bénéficiaires de leur contrat d'assurance vie et notamment les contrats de monsieur. Donc, parce que déjà, monsieur a des revenus plus importants que madame. Donc, pour tout d'abord apporter une meilleure protection à madame dans le cas du décès de monsieur, on va modifier la clause bénéficiaire au bénéfice de madame. Comme ça, elle peut maintenir son train de vie si monsieur décède, grâce à la perception des capitaux décès. L'autre contrat, on va le mettre directement, on va modifier la clause bénéficiaire directement au bénéfice des enfants. Comme ça, on peut également optimiser la transmission du patrimoine à leur profit et baisser les droits de succession, voilà, du fait de la fiscalité avantageuse en matière d'assurance vie. Donc là, on optimise vraiment toute la partie financière du patrimoine des clients. Ok. Et donc là, bien compris, on a vu justement le patrimoine financier des clients. Tout à l'heure, au tout début de notre entretien, tu nous as parlé du patrimoine immobilier des clients. Et alors, je suppose que tu as eu la même réflexion justement d'analyse de l'existant et puis de transformation, en tout cas de réaménagement. Justement, qu'as-tu fait sur ce patrimoine immobilier? Alors, tout à fait. On a d'abord analysé en détail donc, la rentabilité des biens locatifs et également l'impact successoral. On leur a préconisé, après cette analyse, de passer l'un de leurs appartements qui était loué nu en location meublée, donc location meublée non professionnelle, à la fin du bail en cours. Donc le bail se termine en février 2023. L'objectif, c'était d'augmenter donc la rentabilité locative en diminuant la fiscalité applicable au loyer. Notamment, le régime de la location meublée, donc en matière de fiscalité, n'est pas du tout la même que le régime de la location nue et des revenus fonciers. Donc, cet objectif-là était de gagner en fiscalité pour générer un nouveau pouvoir d'achat. Donc, de baisser la fiscalité applicable au loyer et donc la fiscalité en matière d'impôt sur le revenu pour générer un nouveau pouvoir d'achat juste en changeant le régime d'imposition des loyers. Et donc, en tant que chef d'orchestre, si on peut dire, du patrimoine de nos clients, on les a orientés, on les a accompagnés vers un collaborateur expert comptable qui sera en charge d'effectuer la déclaration d'impôt sur les revenus de location meublée. Ensuite, on a donc pour optimiser la transmission du patrimoine aux enfants et donc diminuer le montant des droits de succession dus au décès des époux, on va leur préconiser d'effectuer une donation-partage en nue propriété de leur part de SCPI. Donc, la SCPI, ce sont des sociétés civiles de placement en immobilier, donc des parts de SCPI qui génèrent des loyers, donc des revenus fonciers, et également de donner la nue propriété, donc donation-partage en nue propriété d'un autre appartement locatif qu'ils détiennent, donc au profit de leurs enfants, avec ce que l'on appelle une réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant. Ok, fais-moi penser de t'interrompre là-dessus pour te demander un peu plus d'infos. Pas de problème. Donc, juste pour terminer, donc là également un élément important, pour effectuer une donation partage donc, et l'enregistrer,
il faut faire appel à un notaire. Donc là également, on a accompagné nos clients vers un notaire collaborateur avec lequel on travaille pour justement enregistrer la donation et effectuer toutes les démarches. Ok. Je t'ai interpellé parce que Ouais. sur cette notion de donation-partage, nue propriété, part de SCPI, réversion d'usufruit au Ah profit oui. du conjoint, etc. Je pense que nos auditeurs, s'ils ne sont pas coutumiers du fait ou notaires, peut-être sont peut-être un peu largués, sans sous-estimer leur capacité juridique. Alors, peux-tu revenir un petit instant en détail sur le mécanisme et surtout ses avantages? Parfait. Donc, je vais commencer par la donation-partage et ensuite, je vous expliquerai également la réversion d'usufruit. Donc, la donation-partage en nue propriété, en fait, elle permet d'organiser de son vivant la transmission de son patrimoine à moindre coût, tout en conservant l'usufruit des biens qui sont transmis et donc les loyers, les revenus s'y afférents. Donc, seuls sont transmis la valeur en nue propriété des biens. Donc là, les parts de SCPI et l'appartement, qui vont être calculées selon l'âge, enfin, selon votre âge au moment de la donation. Et si on prend le cas de mes clients pour que ça soit un peu plus concret pour vous, mes clients ils sont âgés de moins de 71 ans. Et donc, la donation, elle va porter sur 60% de la valeur des biens en pleine propriété. Donc, en fait, il y a une décote de 40% qui sera applicable. Voilà, exactement, au moment de la donation. Et pour vous rappeler un petit peu comment ça se passe en matière de succession, chaque parent dispose au profit de chaque enfant d'un abattement de 100 000 euros en matière de transmission et de donation. Donc, ça veut dire que chaque parent peut transmettre à chaque enfant 100 000 euros de patrimoine en exonération de droits et également 100 000 euros en matière de donation. Et cet abattement, il a la particularité de se reconstituer tous les 15 ans. Voilà. Donc là, oui, allez-y. Ouais. Tu nous as dit une décote de 40% du coup applicable. Ok, donc j'imagine bien qu'il vaut 100. Pour le coup, il est transmis pour 60% de sa valeur. Mais qu'est-ce qui se passe du coup pour les 40 autres pourcents? Alors, les 40 autres pourcents, si vous voulez, sont au moment de la reconstitution de la pleine propriété à terme, donc au décès, par exemple, des époux, la pleine propriété va se reconstituer naturellement sans fiscalité. Donc, les enfants n'auront pas de fiscalité à payer sur les 40% restants. Ah, d'accord. Voilà. Ok, donc du coup, c'est vraiment une décote le jour où tu donnes et après, en fait, c'est gagné, quoi. Exactement. Et notamment avec la réversion d'usufruit, donc ça c'était le deuxième point un peu technique, au profit du conjoint survivant. Donc ça permet au conjoint survivant donc d'optimiser, aux époux, pardon, d'optimiser la transmission de leur patrimoine tout en se réservant l'usufruit des biens transmis. Donc ça veut dire que là, par rapport à l'appartement, ils vont transmettre juste la nue propriété. Pendant toute leur vie, ils vont bénéficier des loyers comme s'ils étaient pleins propriétaires. Et à leur décès respectif, enfin au décès du premier époux, le second va bénéficier encore des loyers, comme s'il était plein propriétaire. Et au décès du second époux, les enfants vont hériter de la pleine propriété sans fiscalité. Donc, ça permet à la fois de protéger le conjoint survivant qui va encore bénéficier des loyers des appartements, des parts de SCPI durant toute sa vie, tout en optimisant à terme les droits de succession et la transmission du patrimoine aux enfants. Et également, l'avantage de la donation-partage, on n'en a pas parlé, mais si elle fixe la valeur des biens transmis. Donc, ça permet également, de son vivant, de commencer à organiser la transmission du patrimoine aux enfants en fixant la valeur des biens et également d'éviter certains conflits à terme en matière de transmission. Voilà. Ah, ça a l'air vraiment top. Ça a l'air vraiment top, un bon mécanisme. Du coup, merci pour d'avoir pris quelques minutes dans ce podcast pour nous expliquer un peu plus en détail. Alors, tout à l'heure, si je me souviens bien, dans les précaux globales, tu nous avais dit, ok, monsieur, il avait un contrat d'assurance vie vraiment pas top, investi fonds euros, donc pas rentable en plus. Et donc, que tu préconisais effectivement le rachat de ce contrat-là, mais pour faire quoi, du coup, du cash? Alors, on va préconiser deux choses, une préconisation financière et une immobilière. Et également, il ne faut pas oublier qu'on avait des liquidités excédentaires à court terme qui étaient Ah oui, les placées sur les 250 livrets. 000. Voilà. C'est ça. Même, Okay. les 250 000. Donc, les 250 000 plus le contrat de monsieur, on va les répartir sur deux nouvelles préconisations, une financière et une immobilière. Pour la préconisation financière, on va conseiller donc aux deux époux d'ouvrir chacun un contrat d'assurance vie haut de gamme, au nom de chaque époux, à hauteur de 120 000 euros chacun et par contrat. Okay.
sur ces contrats-là, on va leur préconiser de mettre en place ce que l'on appelle un plan de versement mensuel programmé, versement mensuel régulier, jusqu'à leur départ à la retraite, à hauteur d'environ 500 € par contrat et par mois. Donc, ces solutions, elles permettent de valoriser donc le capital, vu qu'on va investir le capital sur des contrats de meilleure qualité avec une réelle gestion active, des fonds de qualité, etc. Et également de valoriser leur capacité d'épargne mensuelle, puisque jusqu'à présent, ils avaient 2 000 € de capacité d'épargne mensuelle qui, au final, en fait, augmentaient naturellement les livrets d'épargne à court terme et qui n'étaient pas optimisés. Donc là, on va verser tous les mois sur les contrats d'assurance vie pour augmenter le capital à terme pour la retraite et tout en optimisant également les droits de succession en protégeant la famille. Voilà. Et donc, afin de compléter leur revenu à la retraite, dans un cadre fiscal optimisé, parce qu'on regarde toujours la fiscalité quand on met en place des préconisations, mes clients, ils pourront du coup effectuer des rachats mensuels sur leur contrat, des rachats mensuels ou programmés d'ailleurs, en fonction de leurs besoins. D'accord. Rachat mensuel programmé. Oui. Kesako. Alors, un rachat, c'est ce qu'on appelle, on va retirer du capital sur le contrat d'assurance vie. On va racheter une partie du capital qui a été investi. Dans le cas de mes clients, il y avait une stratégie bien particulière parce qu'ils avaient d'autres contrats d'assurance vie, donc pas forcément des contrats haut de gamme, mais qui bénéficient quand même d'une bonne gestion, de fonds de qualité et surtout d'une autorité fiscale intéressante. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de 8 ans. Donc, ces deux contrats-là, on leur a préconisé de les conserver et d'en ouvrir de nouveaux. Alors, pourquoi on leur a préconisé de les conserver? Toujours dans l'optique d'avoir une fiscalité avantageuse en matière de rachat. Et donc, l'objectif, c'était d'effectuer en premier les rachats partiels, donc de racheter le capital sur les anciens contrats, car la fiscalité applicable, elle est plus avantageuse. Et ensuite, dans un second temps, d'effectuer les rachats sur les nouveaux contrats. Donc, la particularité du contrat d'assurance, de la fiscalité en matière de rachat, c'est que seule la part des intérêts qui est compris dans le rachat est imposée en cas de retrait sur les contrats. Donc, pour les contrats qui ont plus de 8 ans et dont les capitaux ont été versés avant 2017, donc avant le 27 septembre 2017, les intérêts qui sont compris dans ce rachat sont imposés au taux de 24,7% après un abattement annuel, donc de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. Donc là, les contrats, on rachète en premier parce qu'ils ont une fiscalité plus attractive. Les deux nouveaux contrats, ils pourront être mis en distribution plus tard, dans 8 ans. Dans 8 ans, quand la fiscalité deviendra également la plus intéressante. Donc là, il y a une particularité. Les contrats qui ont été ouverts et dont les capitaux, les primes ont été versés après 2017, donc après le 27 septembre 2017, la fiscalité est différente. Les intérêts qui sont compris dans le rachat, ils sont soumis à une fiscalité de 30% après l'abattement de 4 600 € et de 9 200 €. Donc, le fait de garder les vieux contrats, ça permet d'avoir une fiscalité intéressante pour les premiers achats. Une fois qu'on a utilisé le capital des anciens contrats, on peut se permettre de racheter les capitaux sur les nouveaux contrats pour également bénéficier de la fiscalité la plus attractive, tout simplement. Top. Merci Lucille, on y voit clair maintenant sur vraiment l'intérêt de faire le point sur le patrimoine existant, de mettre en place d'autres précaux, de pouvoir vraiment mesurer les avantages d'utiliser les enveloppes existantes avec la fiscalité applicable, parce que la fiscalité bouge dans le temps, et de repartir sur une autre solution, certes avec une nouvelle fiscalité, mais qui est quand même très, très intéressante pour le compte des clients, parce que là on parle de revenus pour leur retraite. Donc, c'est quand même top si on arrive à gérer une fiscalité qui est malgré tout de plus en plus confiscatoire. Du coup, pour compléter un petit peu tout ça, en plus de l'assurance vie et des rachats partiels, qu'est-ce que tu as pu préconiser? Alors, on a préconisé une solution immobilière. Donc, la souscription de parts d'OPCI, donc d'organismes de placement collectif en immobilier, à hauteur de 60 000 €. Tu fais bien de préciser. Oui, tout à Pour fait. nos auditeurs. Tout à l'heure, on a parlé de SCPI, les sociétés civiles de placement en immobilier. Donc là, c'est les OPCI. C'est à peu près la même chose que les SCPI, à part que c'est le régime fiscal qui change. Là, on est vraiment sur le régime de la location meublée non professionnelle. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a préconisé de changer le régime d'imposition des loyers pour l'un de leurs appartements. Là, c'est la même chose. On va leur faire souscrire des parts d'OPCI en location meublée pour diversifier leur patrimoine immobilier et également leur générer des revenus complémentaires réguliers avec un très faible frottement fiscal. Donc là, on leur préconise d'investir 60 000 € comptant,
donc avec une partie de leur liquidité excédentaire à court terme. Et on va compléter cet investissement comptant par une souscription mensuelle. Donc, comme pour l'assurance vie, ils vont acheter tous les mois 1 000 € de parts d'OPCI jusqu'à leur retraite. D'accord. Comme ça, on optimise également la capacité d'épargne mensuelle. Et vu Sur que 5 jusqu'à ans, ça commence à faire pas mal parce que 1 000 € par mois pendant 5 ans, 12 mois, ouais, ça fait un bon investissement. Ils font quasiment doubler leur investissement au final sur les 5 prochaines années. Donc c'est top. Tout à fait. Et également, on va optimiser justement ces revenus complémentaires avec la fiscalité, donc des OPCI. Parce qu'actuellement, ils ont déjà une forte fiscalité, notamment à cause de leur part de SCPI et de leur investissement immobilier en location nue. Donc là, on leur fait accroître leur patrimoine, leur capital, et également, on diminue la fiscalité à terme. Donc, on va leur augmenter également leurs revenus avec un moindre coût au niveau de la fiscalité. Et donc, en attendant la retraite, ces loyers, ils n'en ont pas besoin. Donc, on leur génère pendant 5 ans des revenus faiblement fiscalisés, mais dont ils n'ont pas besoin. Donc, on va pas leur laisser dormir sur leur livret. On va au contraire continuer à optimiser la valorisation de leur patrimoine et du capital en plaçant ces loyers sur leur contrat d'assurance vie, en effectuant des versements, soit mensuels, trimestriels, puisque les loyers des OPCI sont versés trimestriellement. Donc, pendant 5 ans, comme ça, on va également augmenter le capital à terme sur leurs assurances vie et donc, automatiquement, les revenus complémentaires qui vont pouvoir se générer également à terme. Voilà. Et pour finir, on arrive au bout de la stratégie qui est assez complète. Mais complexe et diversifiée, c'est intéressant. Super. Voilà, donc là, on est vraiment à la marge de la stratégie. Donc, on finit par une préconisation un peu différenciante, mais vraiment à la marge. Donc, c'est ce qu'on appelle l'investissement participatif dans l'immobilier. Donc là, on a conservé 10 000 €, pas plus, proportionnellement à leur liquidité disponible. Et l'objectif, c'est de conserver donc justement cette petite enveloppe de liquidité pour diversifier le patrimoine, tout en valorisant le capital sur une courte durée. Parce que les investissements participatifs, en général, la durée donc, de blocage des fonds est comprise entre 18 et 36 mois pour une rentabilité de 7 à 8 % par an. Donc, c'est un très bon investissement à court terme pour lutter contre l'inflation. Mais on ne va pas tout mettre là-dedans parce que ce sont quand même des investissements qui sont risqués. Et donc là, on est vraiment juste pour aller diversifier la stratégie patrimoniale sur une courte durée et également permettre, dès qu'un investissement participatif se clôture, on l'espère, de manière positive, on réinvestira cette part de liquidité toujours dans un nouvel investissement participatif, toujours pour aller chercher davantage de rentabilité à court terme. Voilà. Ok, merci Lucille pour le détail vraiment de toutes ces préconisations qui sont extrêmement complètes et variées. Le détail a été assez exhaustif. Pour bien mesurer vraiment les avantages de la stratégie que tu as pu proposer à ces clients, peux-tu nous faire un petit avant-après rapidement? Alors tout d'abord, ce qu'on peut observer, c'est que la répartition globale de leur patrimoine financier et immobilier est vraiment optimisée. Et c'est très important quand on met en place une stratégie patrimoniale d'aller justement travailler cette diversification. Donc ça, vous avez déjà dû l'entendre à plusieurs reprises. On ne met pas tous les œufs dans son même panier. Et là, c'est exactement ça. On ne va pas faire que du financier ou que de l'immobilier. Et à l'intérieur du financier et de l'immobilier, on va également dispatcher les capitaux sur différentes enveloppes. Toujours différentes enveloppes plus ou moins souples, avec des horizons d'investissement plus ou moins longs, toujours dans un souci d'optimisation et de diversification du patrimoine pour espérer une meilleure rentabilité et avoir des revenus complémentaires plus importants à terme. Donc ça, c'est déjà, on va dire, le avant-après qui est très intéressant au niveau de l'étude patrimoniale, c'est la diversification. Ensuite, mes clients venaient me voir pour vraiment un objectif de revenus complémentaires à la retraite. Donc là, avec nos préconisations, on leur a généré 1 075 € de revenus complémentaires faiblement fiscalisés par mois. Donc, ce qui est un bon montant pour compléter la pension de retraite, notamment du coup avec les OPCI, les organismes de placement collectif en immobilier, qui distribuent trimestriellement les loyers, et ensuite les rachats sur les contrats d'assurance vie qui, eux, là, sont vraiment plus dans la souplesse où on peut augmenter, diminuer le montant à tout moment, ou arrêter également les rachats partiels si on a suffisamment de revenus. Donc là, on est vraiment dans la souplesse.
Également, très important, on avait l'objectif de protéger la famille. Et donc, protéger la famille, c'est également protéger le patrimoine qu'on a constitué tout le long de sa vie pour éviter de payer trop de droits de succession. Donc là, avec la stratégie patrimoniale qu'on a mise en place, et notamment la donation en nue propriété, des parts de SCPI, d'un des appartements locatifs, et en modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie, on fait économiser aux enfants, au décès donc de leurs parents, environ 73 600 € de droits de succession. Donc, c'est plutôt assez C'est positif. pas rien. Effectivement. En effet. Sinon, ils auraient été, entre guillemets, dans l'obligation d'utiliser les capitaux d'essai des contrats d'assurance vie pour payer ces droits. Donc, ils n'étaient pas non plus obligés de vendre du patrimoine immobilier pour payer les droits de succession. Mais là, ça nous permet justement d'éviter de clôturer une assurance vie spécialement pour payer les droits. Et également, ce qui est très important, la fiscalité. Donc, malgré les revenus complémentaires qu'on leur a générés à la retraite, et même avant d'ailleurs, on va baisser de 850 € par an l'impôt sur le revenu. Donc, 850 € par an de fiscalité en moins, avec des revenus complémentaires plus importants au moment de la retraite. Donc là, on a vraiment, on va dire, optimisé et réalisé tous leurs objectifs. Voilà. Ok, super. J'aurais envie de dire, on a le beurre et l'argent du beurre. Formidable. Cool, on arrive à la fin. Merci Lucile pour ton partage d'expérience du coup sur ce dossier. Pour conclure, si tu devais faire une phrase ou deux de conclusion, tu dirais quoi? Alors, je terminerai sur 2 points. Il y a un point qui est très important pour moi, c'est le suivi dans le temps de la stratégie patrimoniale. Et d'ailleurs, qui est important pour tous les conseillers en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que rien n'est figé dans le temps. La stratégie, elle est amenée à évoluer en fonction de vos besoins, de vos futurs projets, de vos événements de vie. Et donc, il est très important de suivre sa stratégie dans le temps pour qu'elle soit toujours adaptée à vos objectifs et à vos besoins. Donc ça, c'est le premier point. Et également, le deuxième point qui est très important, c'est l'interprofessionnalité. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai parlé d'experts comptables, de notaires, et j'aime présenter notre profession comme si on était les médecins généralistes en fait de votre patrimoine. Nous, on est là pour vous accompagner sur le long terme et vous orienter vers des spécialistes en fait du droit, de la finance, tels que les notaires, les experts comptables, les courtiers, les avocats fiscalistes, afin de travailler justement ensemble dans votre intérêt. Voilà. Donc, on aime s'entourer de professionnels pour travailler ensemble, toujours dans l'objectif et pour améliorer votre situation et réaliser vos objectifs. Donc ça, l'interprofessionnalité, c'est également très important. Voilà. C'est noté. Merci Lucile pour cette petite phrase de conclusion. Effectivement, l'interprofessionnalité est essentielle dans notre métier et la comparaison que tu fais de notre métier avec médecin généraliste est très très bonne, effectivement. Et bien voilà, nous sommes au bout de cet épisode dont nous aurons parlé d'un cas réel et de 2 notions techniques ici. La donation en nue propriété avec réserve d'usufruit au profit du conjoint survivant et notamment de l'intérêt d'effectuer des rachats partiels programmés pour obtenir des revenus complémentaires sur votre contrat d'assurance vie. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation? Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial? La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.